Souleymane Niang. D'abord, cet avis de vent fort lancé hier par la météo et qui concerne la période allant de ce mercredi 24 mars à 17h au samedi 27 mars à 12h. Alerte jaune sur toute la côte avec un vent de secteur nord pouvant dépasser 40 km à l'heure. La météo qui appelle à la vigilance les phénomènes dangereux prévus pouvant occasionner des accidents en mer. Justement, la mer continue de faire des victimes chez les pêcheurs. Le directeur adjoint de la protection et de la surveillance des pêches révèle que 43 pêcheurs ont péri en mer depuis le début de l'année. Et pour l'année écoulée, 102 victimes ont été enregistrées dans 88 accidents en mer selon Adama Faye. Il est interrogé par El Hadj Ndiogoudienne. Au niveau de ce premier trimestre, le bilan est assez lourd. Nous avons eu 43 pêcheurs pertes en vies humaines ou portés disparus. Du 1er janvier au 23 mars, c'est ce que nous avons recensé sur toute la côte sénégalaise. C'est un cumul de 29 accidents cette année. Donc nous avons 29 accidents, 43 pêcheurs portés disparus ou morts en mer. Mais pendant ce temps, au niveau des secours, 167 personnes ont été assistées et secourues en mer par le truchement de la Marine nationale. Donc pour l'année dernière, c'était vraiment moindre. On avait récapitulé 17 accidents avec un total de 26 personnes mortes ou portées disparues pour la même période et 86 personnes ont été secourues pour la même période. Pour toute l'année 2020, vous avez eu enregistré combien d'accidents, combien de disparus en mer? Pour toute l'année 2020, nous avons enregistré 88 accidents, occasionnant 102 pertes en vies humaines et à côté, donc, 500 pêcheurs ont été secourus au cours de ces accidents. Et maintenant, au niveau du ministère, quelles sont les mesures prises pour arrêter ce phénomène, la disparition de pêcheurs en mer? Je puis vous dire qu'au niveau de ce premier trimestre, nous avons, avec l'appui de l'ANACIM, recensé 29 campagnes d'alerte avec 42 375 SMS qui ont été envoyés aux communautés de pêcheurs et 28 220 messages vocaux qui ont été envoyés aux communautés de pêcheurs pour quand même la survenue de temps défavorables au niveau de la frange côtière maritime. 12h04, la DESCOS mène actuellement des opérations de déguerpissement au Mamel. Des ateliers de mécaniciens et de menuisiers ont été déguerpis par les éléments de la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols. Nous y reviendrons avec notre reporter sur place, Nafissa Toussila. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar était aujourd'hui le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et des étudiants qui menacent de barrer la route chaque jour pour exiger la libération de leurs deux camarades étudiants détenus depuis plus d'un mois. Ces derniers, Amadou Sow et Amadou Ribari, sont accusés de troubles à l'ordre public. Ils accusent ces étudiants le coude d'être responsables de ces actes. Reportage Oumou Kalsoumli. À la pluie de pierres répond une tornade de lacrymogènes. L'avenue de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, de nouveau transformée en champ de bataille. Des étudiants qui réclament la libération de leurs deux camarades, Amadou Ribari et Amadou Sow. Pape Mao Diarra est le porte-parole du jour. Nos deux camarades qui sont détenus depuis presque un mois, le 26 mars, lors des manifestations entre les patriotes et les républicains. Et maintenant, nous demandons à ce que l'État ou bien le gouvernement relâche ces étudiants-là. Fekk bàyyiwuñu leen ñun duñu bàyyi. Fekk bàyyiwuñu leen ñoo ngi baare tali bi ñoo ngi baare direction bi lépp dañ koy bloqué. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar accusent la direction des centres des œuvres universitaires de Dakar d'être responsable de ces arrestations. Pape Mao Diarra. Nous demandons au directeur du COUD solennellement de relâcher, de dire aux autorités policières de relâcher ces étudiants-là parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait que défendre leurs droits et leurs intérêts. Donc nous exigeons de relâcher ces étudiants-là. Ces manifestants n'entendent pas lâcher du lest. Ils comptent barrer la route chaque jour pour exiger la libération immédiate de leurs deux camarades interpellés depuis plus d'un mois. Ils invitent les autorités à intervenir pour éviter l'irréparable. Des accusations battues en brèche par la direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar qui pense que son rôle, c'est d'accompagner les étudiants, mais pas de les livrer à la police. D'ailleurs, la direction entend rencontrer les étudiants pour entamer des médiations auprès des autorités. Écoutons Khalifa Babacar Diagne avec Oumou Kalsoumli. Il s'agit d'un malentendu, parce que le COUD n'a pas pour vocation de faire emprisonner ou d'être complice de l'arrestation d'étudiants. Au contraire,
à chaque fois qu'il y a des étudiants qui sont arrêtés, le COUD œuvre pour leur libération. Donc pour ce cas-ci, nous allons peut-être nous rapprocher des étudiants qui sont les auteurs de ces manifestations, essayer de comprendre leur motivation et mener toute action dans le sens de faire en sorte que le milieu universitaire soit apaisé. Mais je dois rappeler que le COUD, dans sa vocation, n'a pas comme objectif faire arrêter des étudiants, parce que le COUD est une structure sociale qui est là pour le bien-être social des étudiants. Donc si nous sommes accusés d'être à l'origine de tels faits, ça ne peut relever que d'un malentendu. À chaque fois qu'il y a des étudiants arrêtés, ça tous les étudiants le savent, les leaders des mouvements étudiants peuvent témoigner qu'à chaque fois qu'un étudiant est arrêté, parmi les médiateurs de l'ombre, il y a le COUD. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que le COUD ne peut pas agir dans le sens de faire arrêter des étudiants ou de les emprisonner. Maintenant, ça peut relever d'un malentendu que nous nous attellerons à lever le plus rapidement possible. Je vous rappelle que les 19 personnes arrêtées en marge de l'affaire Ousmane Sonko ont été entendues lundi et mardi par les juges d'instruction des 3e et 8e cabinets du tribunal de grande instance de Dakar après la demande de liberté provisoire introduite par l'avocat de Guy Marius Sagna et compagnie, Maître Moussa Sarr. Hier, les avocats des 10 autres personnes interpellées ont introduit à leur tour une demande de liberté provisoire et attendent l'issue de cette procédure. Justement, au sujet de cette affaire, le deuxième vice-président du parti Réumi, Yankoba Diatara, considère Ousmane Sonko comme l'unique responsable de la mort d'une dizaine de personnes lors des récentes émeutes dans le pays. Il disqualifie par ailleurs le leader de PASTEF pour la présidentielle de 2024. Yankoba Diatara, par ailleurs ministre des Télécommunications et de l'économie numérique, était l'invité de RFM Matin. Dans cette affaire Adji Sarr Ousmane Sonko a été excessif. Il a appelé, au lieu de répondre convenablement comme tout bon citoyen à une convocation de la justice, il a essayé de noyer le poisson. Il a appelé à une mobilisation de ses partisans. Il a appelé à une désobéissance même d'une manière globale. Et ça jette un discrédit donc sur notre système judiciaire et sur nos institutions. Et ça, c'est regrettable, c'est inacceptable. C'est pourquoi nous estimons qu'il est le seul responsable de tous les dommages humains et matériels qui se sont passés durant cette période. En quoi est-il responsable de cette situation? Il est responsable de cette situation du fait simplement qu'il a appelé à une mobilisation, il a appelé à faire face et il a même un combat donc de sa vie, de la mort. Donc de ce point de vue-là, il a appelé à une insurrection, il a appelé à une émeute. Et de ce point de vue-là, toutes les conséquences, tous les dégâts qui se sont passés de sa responsabilité, il doit y répondre. De ce point de vue-là, il doit assumer les conséquences. Nous estimons que... Quelles conséquences, par exemple, selon vous, quelles doivent être les conséquences de ça? Non, les conséquences morales d'abord, parce que Ousmane Sonko doit être moralement, savoir qu'il est le principal responsable. Deuxièmement, sur le plan politique, nous estimons qu'Ousmane Sonko est disqualifié pour la présidentielle de 2024, d'autant plus que, en tant que leader qui se dit avoir des ambitions pour son pays, être à ce niveau de fréquentation de lieux non recommandés, jusqu'à être accusé de viol et de menaces de mort sur une fille de 20 ans. Donc nous estimons qu'il n'a plus la légitimité donc politique et morale pour faire face aux Sénégalais et demander donc leur suffrage. Au plan politique, justement, l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr est une bonne occasion pour Khalifa Sall de rebondir. L'ancien maire de Dakar mène depuis quelques jours des visites de proximité auprès des populations de la capitale. Des analystes politiques soulignent que le leader de Taxawu Sénégal ne peut pas laisser le terrain libre à Sonko. C'est un dossier ficelé par Binta Diallo. Khalifa Ababacar Sall a rompu le silence depuis un certain temps. L'ancien maire de Dakar parle depuis l'éclatement de l'affaire Sonko et en même temps occupe le terrain par des visites de courtoisie. Professeur Ibou Sané de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Effectivement qu'il est là, que c'est un potentiel candidat à l'élection présidentielle, qu'il se prépare pour les joutes électorales, mais en réalité il a une épée de Damoclès sur sa tête qui fait que, il n'a pas toute la liberté, toute la latitude de faire comme les autres. Mais en même temps aussi, c'est de bonne guerre pour occuper l'espace, pour éviter que celui qui est classé deuxième et les autres potentiels candidats puissent le ravir la vedette. Donc il est obligé de secouer un peu le cocotier, de bouger un peu pour se donner plus de lisibilité, plus de visibilité, que les gens n'oublient pas. Au vu de son expérience et de ses ambitions politiques, Khalifa Ababacar Sall ne peut pas ne pas exister politiquement, d'où son repositionnement sur le plan politique. Mamadou Sy Albert
analyste politique. Aujourd'hui, l'objectif de Khalifa, c'est de faire partie du jeu politique. C'est quelqu'un qui est un homme politique, qui a de l'expérience, qui a un mouvement derrière lui. Il ne peut pas être à la marge des événements douloureux qu'il y a eu. C'est un événement éminemment politique. Quand on voit que ces événements de mars, aujourd'hui, participent à la reconstruction même de l'opposition. Depuis son élargissement de prison, l'ancien maire de Dakar avait carrément affiché un silence de cathédrale, mais en direction de 2024 et dans un contexte d'ébullition politique très chargé, changement notoire de stratégie politique de Khalifa Ababakar Sall. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM. Souleymane Niang. Malgré les assurances de la ministre de la fonction publique que vous avez dû entendre sur notre antenne hier soir, le SAEMS continue de dénoncer les lenteurs administratives. Ce syndicat d'enseignants réclame le départ de Mariama Massar de la tête de ce département. Écoutons Saourou Sen, le secrétaire général du SAEMS. Ce qui est important et ce qui est constant, c'est que depuis plus de 10 mois, aucun acte n'est sorti de la fonction publique. Et quand nous avons reçu un message venant du ministère nous indiquant qu'à la date du 19 mars, ils ont signé 11 129 actes, moi je considère que pourquoi attendre que les organisations syndicales sortent pour pouvoir signer du coup 11 129 actes. Ça n'a aucun sens. Je crois que si ces actes-là sortaient régulièrement, mais ça allait aider même la solde à pouvoir les absorber au fur et à mesure. Mais qu'on attende que les organisations syndicales réagissent pour qu'on sorte du coup un lot d'actes de cette nature-là, ça va encore créer un autre blocage au niveau de la solde. C'est la raison pour laquelle nous considérons que ce ministère, encore une fois de plus, de la fonction publique, c'est le ministère qui gère la carrière de tous les agents de l'État. Ce ministère demande plus d'efficacité, plus de disponibilité de la part du ministre. Si maintenant nous constatons que même des collègues nous indiquent que depuis 6 mois, depuis 8 mois, depuis 12 mois, il n'y a pas nos actes sont en signature, ça signifie que Madame le ministre ne fait pas ce travail-là. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons dit et nous le réitérons, il faudrait que M. le Président de la République prenne ses responsabilités par rapport à ce poste très stratégique de la fonction publique, mais pour mettre là-bas une personne plus apte à prendre en charge les préoccupations des agents de l'État. Après l'éducation, la santé, le monde célèbre aujourd'hui la journée de lutte contre la tuberculose. Cette édition coïncide encore avec la pandémie de Covid-19. Ces deux maladies ont beaucoup de similarités, surtout par les signes et les moyens de prévention. Mais la tuberculose associée à la maladie de coronavirus peut être dangereuse. Awambaye. Une ressemblance évidente, la tuberculose et le Covid-19, deux affections au syndrome respiratoire. Dr Barnabé Nying dresse le tableau comparatif. Les deux maladies pénètrent dans l'organisme par les voies respiratoires, donc le nez, la bouche essentiellement. Les deux maladies se transmettent suivant le même mode, on parle de transmission aérienne, parce que ce sont les sécrétions de la bouche et du nez qui quittent la personne malade et transportées par l'air. Lorsque ces sécrétions sont projetées dans l'air, elles sont transportées par l'air jusque dans les voies respiratoires de la personne la plus proche et la contamination s'établit. Par ailleurs, les deux maladies se manifestent essentiellement par les mêmes symptômes, en particulier les symptômes de départ. Enfin, lorsque ces maladies sont installées dans l'organisme humain, elles provoquent de nombreux dégâts. En particulier, elles détruisent la structure de l'appareil respiratoire. Selon le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose, cette ressemblance ne se limite pas seulement aux signes, mais elle va jusqu'aux gestes recommandés pour la prévention. La lutte contre la tuberculose a toujours préconisé le port du masque. À l'époque, c'était difficile. Ce masque protège contre la tuberculose et il protège également contre la Covid-19. La distanciation physique à près de 1 mètre entre deux personnes prévient la tuberculose et prévient également la Covid-19. Le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon ou à défaut l'utilisation de gel hydroalcoolique protège à la fois contre Covid-19 et contre tuberculose. Mais attention, la tuberculose associée au Covid-19 peut être une liaison dangereuse pour l'organisme.
précise le docteur Barnabé Nying. La Covid-19 menace particulièrement les malades tuberculeux parce que le virus de la Covid-19, quand il survient ou quand il pénètre dans un organisme déjà malade de tuberculose, mais cet organisme est largement affaibli à telle enseigne que la Covid-19, à la limite, ne fait que achever cet organisme déjà malade de tuberculose, ce qui peut entraîner des complications plus graves. En particulier, cela peut mener au décès. Les personnes atteintes de tuberculose sont considérées comme des sujets fragiles face au risque de contamination au Covid-19. C'est pourquoi elles doivent redoubler de vigilance. Parlons justement des chiffres du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Une nette hausse des nouvelles contaminations à 178 aujourd'hui contre 36 hier. Il s'agit de 71 cas contacts et 107 cas communautaires. 31 cas graves sont pris en charge et on a enregistré 3 décès hier, ce qui porte le total de cas déclarés depuis le mois de mars de l'année 2020 à 38 134. Voyons maintenant le déroulement de la campagne de vaccination. À Touba, les autorités sanitaires projettent de vacciner près de 200 000 personnes, mais les populations ciblées ne se bousculent pas dans les centres. Marema Diop. La campagne de vaccination contre la Covid-19 traîne le pas du fait de nombreux cas de refus enregistrés par les autorités médicales, selon Dr Ndaï Maguette Diop. Le médecin-chef du district de Touba annonce par ailleurs que l'objectif était de vacciner 200 000 personnes dans la première phase. Au tout début, il y avait une très forte demande. Mais malheureusement, il y a eu des rumeurs et des fausses informations qui a fait que les gens ont désisté. Il y a même eu des refus. Vraiment, la vaccination actuellement est très timide à Touba, ce qui est très dommage. Le médecin-chef du district appelle les populations à se faire vacciner, surtout avec la présence du variant britannique. La Covid-19 est encore là, avec des cas qui sont encore hospitalisés, des décès jusqu'à ce jour et même des séquelles qui sont là avec cette nouvelle donne qui est le variant anglais. On ne sait pas comment la courbe épidémique va encore évoluer. Donc vraiment, il faudrait que les gens aillent se faire vacciner au plus tôt. Donc, si on a la chance et l'opportunité d'avoir un vaccin disponible. Touba a reçu 3500 doses de vaccins Sinopharm et AstraZeneca. Le stock est loin d'être épuisé. Pendant ce temps, le coronavirus poursuit sa progression avec un cumul de près de 1500 atteintes pour un total de 113 décès enregistrés depuis le début de la pandémie. Marema Diop, Touba, RFM. Notez enfin que plus de 10 000 personnes ont été vaccinées en 24 heures, ce qui porte le total à 180 463 depuis le début de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19. C'était le 23 février dernier. À 12h et bientôt 20 minutes, parlons maintenant de la colère, le reste de l'actualité, avec la colère des travailleurs de Sen'Eau cette année. Ils ne recevront pas de dividendes. Ils dénoncent un maquillage des comptes de Sen'Eau qui déclare un déficit net de moins 4 milliards de francs CFA. Mohamed Ali Mouba. Premier grief et non des moindres, l'information relative aux résultats nets déclarés cette année par la direction de Sen'Eau. Déficit net de moins 4 milliards de francs CFA au titre de la première année d'exercice. Les travailleurs de Sen'Eau, qui portent 8% des actions de la nouvelle société, ne percevront pas un rond de dividendes. Mais comptons, les syndicalistes qui sonnent le combat doutent de la sincérité des comptes et soupçonnent un maquillage des chiffres. Vrai ou faux, toujours est-il que l'État du Sénégal siège dans le conseil d'administration. Avec ses 24% de part, il a un droit de regard sur ses comptes. Mieux, ceux-ci sont certifiés forcément par un cabinet d'expertise international. En tout état de cause, un enseignement. Malgré les avancées obtenues par les travailleurs en termes d'actions qui passent de 5 à 8% du capital et malgré l'arrivée de nouveaux fermiers, Suez, ces travailleurs donc, leurs soucis sont loin d'être terminés. Signe qu'ils sont loin d'être à la fête. Les nombreux perdent davantage avec la suppression progressive des heures supplémentaires remplacées par des missions additives non contractuelles avec un nouveau régime moins favorable. La suppression des promotions internes, sans parler de la surcharge de travail. Contacté après la sortie de ces syndicalistes, la direction de Sen'Eau affirme
qu'elle ne souhaite pas réagir. Et puis, du nouveau, dans l'affaire de la GP sénégalaise arrêtée avec de la drogue au Maroc, celui qui est accusé d'avoir dissimulé de la drogue dans les bagages de Ndeye Fatou Ndiaye a été arrêté hier soir par la police marocaine. Une arrestation qui suscite le soulagement chez les Sénégalais de Casablanca, convaincus de l'innocence de la GP dans cette affaire. Détail avec notre correspondant à Casablanca, Khadim Baye. L'arrestation de Massou Khambeng est une excellente nouvelle pour la communauté sénégalaise basée au Maroc. Ma première réaction est une réaction de soulagement. Nous sommes tous inquiétés, je pense. Tous en tant que Sénégalais, on s'était inquiétés. Donc, je suis vraiment contente quand j'ai vu l'annonce qu'on a finalement trouvé notre frère sénégalais. Tout le monde est content. Mets-toi à la place de la fille. Arrêté hier dans la ville d'Agadir, au sud du pays, dans les environs de 23 heures, après plusieurs jours de recherche, notre compatriote est accusé d'avoir dissimulé de la drogue dans des bagages qu'il aurait remis à la dame Fatou Kiné Ndiaye. Cette dernière est toujours en garde à vue. Ibrahim Bayo, journaliste dans un quotidien de la place, à l'image d'autres compatriotes de la capitale, espère une issue heureuse pour l'accusatrice. Donc ça permettra d'éclaircir l'histoire et peut-être d'innocenter notre compatriote. Un cas loin d'être isolé, les GP sont appelés à la prudence. À tous ceux qui font GP de faire plus attention, de mieux organiser leur business et de mettre des canaux de vérification des affaires qui leur sont remis. On demande vraiment que la justice soit faite et que les gens qui font les GP puissent faire leur travail comme il faut. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Au Congo, l'opposition dénonce un scrutin calamiteux après la réélection de Denis Sassou Nguesso. Les candidats de l'opposition entendent d'ailleurs saisir la Cour constitutionnelle pour faire annuler le vote du premier tour. Leur décision est motivée par la rapidité de la publication des résultats provisoires. Mathias Zong, arrivé troisième, estime qu'ils ont été compilés dans la précipitation. L'opposition conteste notamment les résultats en provenance des régions forestières dans le nord, à plus de 900 km de Brazzaville, la capitale. Denis Sassou Nguesso a été déclaré vainqueur du scrutin hier avec 88,57% des voix. Il est au pouvoir depuis 36 ans. Côte d'Ivoire, ouverture le 1er avril prochain de la première session parlementaire de la nouvelle législature. À l'occasion, la nouvelle assemblée va élire son président. L'actuel sera-t-il reconduit? Plusieurs noms circulent déjà, dont celui d'Adama Bictogo. En attendant, Amadou Soumaoro est reparti en Turquie pour des raisons de santé. Il y avait déjà effectué un séjour médical de 30 jours. Gobi Ayabi. Un mois après son retour au pays, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, s'est rendu à nouveau en Turquie pour un contrôle médical afin d'honorer des rendez-vous médicaux selon ses proches. Le président de l'hémicycle était rentré en Côte d'Ivoire le 24 février dernier après un séjour médical en Turquie. C'est à nouveau le bali des rumeurs sur les réseaux sociaux concernant son état de santé. Ses proches soutiennent mordicus qu'il est allé honorer des rendez-vous médicaux qu'il avait reportés en raison du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils annoncent également son retour pour la fin mars 2021. Pour rappel, Amadou Soumaoro, 68 ans, 7e président de l'Assemblée nationale, a succédé à Guillaume Soro qui avait démissionné en février 2019. Ici à Abidjan, Goubier Yabi, RFM. Saisie record de cocaïne dans le golfe de Guinée. Une prise de la marine nationale française dimanche dernier. En tout, 6 tonnes de cocaïne. Cela équivaut à peu près à 1 milliard d'euros. Plus de 600 milliards de francs CFA. Le cargo avait quitté Rio de Janeiro au Brésil le 5 mars. La dernière saisie importante remonte à 2006 avec 4,2 tonnes. C'était en Martinique. Au Bangladesh, au moins 15 personnes ont été tuées dans un incendie qui a ravagé un camp de réfugiés Rohingyas. 400 sont portés disparus selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les circonstances de l'incendie ne sont pas encore connues. Les autorités du Bangladesh ont annoncé l'ouverture d'une enquête en Birmanie. Plus de 600 personnes arrêtées depuis le coup d'État ont été relâchées ce mercredi selon l'AFP qui donne l'information. Plus de 2800 personnes ont été interpellées depuis le putsch du 1er février qui a renversé Aung San Suu Kyi d'après l'association d'assistance aux prisonniers politiques. Merci Georges Détié-Diop, il est 12h26. RFM Sport.
Nous accueillons Chertidiane Diagne pour le journal des sports. Chertidiane, bonjour. Bonjour à vous Suleymane et bonjour à tous. Les Lions de plein pied dans les préparatifs du match contre le Congo-Brazzaville. C'est prévu pour vendredi prochain. Convoqué pour la première fois en sélection nationale du Sénégal, le défenseur central du Paris Saint-Germain, Abou Diallo, a livré ses premières impressions. Bien accueilli dans la tanière, il espère prendre part vendredi à cette rencontre contre le Congo. C'est en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, morceau choisi de son interview qu'il a accordé à la Fédération sénégalaise de football. Je suis très content d'avoir l'honneur de représenter le Sénégal, de porter ce maillot. C'est une grosse fierté pour moi. Le déclic, c'est qu'avant de signer au PSG, je suis venu pour la première fois au pays. Donc j'ai découvert un peu. Dans l'anonymat, personne ne me reconnaissait, etc. J'ai beaucoup apprécié. Et depuis, ça me trottait en tête. J'en ai parlé avec mes amis, la famille, etc. Et puis, j'ai fait mon choix. J'avais ces deux options. Je suis franco-sénégalais. J'ai deux nationalités. Puis, au bout d'un moment, je me demandais où était ma place. Et puis, je me suis décidé sur le Sénégal. Alors, vous jouez à un poste où la concurrence risque d'être un peu rude. Cela ne vous pose pas de problème? Non, j'ai l'habitude. En club, c'est la même chose. Depuis le début de ma carrière, c'est la même chose. La concurrence, ça fait progresser tout le monde. Et on est au service de la sélection. Donc on va donner tous le maximum. Et puis, on donnera ce qu'on a de meilleur. Je connais les joueurs. J'ai parlé avec le coach avant de venir aussi. Je connais un peu les compositions possibles. Donc maintenant, je vais découvrir en détail et m'adapter. Très très bien. La plupart des joueurs, je les connaissais soit de vue. J'avais joué contre eux ou avec eux. Donc franchement, le contact, il a été très très facile. Alors votre objectif? La CAN. On doit servir le pays et le pays nous servira par la suite. A noter que ce matin, les Lions ont effectué leur deuxième séance d'entraînement. Une autre est attendue cet après-midi, toujours à Kintele, le stade olympique qui se trouve à Brazzaville. La 5e journée justement de ces qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun démarre ce mercredi avec 7 matchs au programme. Il y a entre autres choc l'Ouganda qui reçoit le Burkina Faso ou encore le derby ouest-africain entre la Guinée et le Mali. Le point avec Youssouf Bodian. Le stade du général Lansana Conté de Nongo sera le théâtre d'une bataille entre Guinéens et Maliens déjà qualifiés. Le Sili national doit gagner pour décrocher son ticket, estime son sélectionneur Didier Six. On aura une équipe compétitive pour battre le Mali parce qu'il nous faut les 3 points absolus. On est chez nous, on est dans notre nouveau stade, donc il est hors de question de penser à autre chose que la victoire. Et je pense qu'on est en train de mettre quelque chose en place pour ce match du Mali, quelque chose qui tienne très bien la route. On veut finir premier. Donc premier, c'est aller gagner les 2 matchs. Qu'est-ce qu'on va s'occuper du Tchad qui joue pas ça tombe, ils auraient joué, ils auraient perdu 3-0 aussi. Avec la disqualification du Tchad, la Namibie, avec 6 points, est revenue à 2 points de la Guinée, qui devrait être privée de Nabi Keita lors de la dernière journée. Dans le groupe B, le Burkina Faso sera assuré de se qualifier en cas de victoire cet après-midi face à l'Ouganda. Le Malawi, 3e, et le Soudan du Sud, 4e, vont également se battre pour le second ticket du groupe. Dans la poule C, le Ghana et l'Afrique du Sud ont chacun besoin de 3 points au moins pour éviter un retour du Soudan qui affronte ce mercredi Sao Tomé et Principe, éliminé. Le Togo et le Tchad disqualifiés sont les autres sélections déjà éliminées. Les 5 qualifiés pour la CAN sont le Cameroun, pays organisateur, le Sénégal, le Mali, l'Algérie et la Tunisie. Suite de ce journal des sports, Chertidiane, début ce soir dans la zone Europe des qualifications à la prochaine Coupe du Monde de football. Et déjà à 17h, la première vague de rencontres. D'abord la Turquie qui va jouer contre les Pays-Bas. La République tchèque est en déplacement en Estonie, 19h45. Slovénie-Croatie est prévue. Malte accueille la Russie. La Slovaquie est en déplacement en Chypre. Le Portugal joue contre Azerbaïdjan. L'Irlande est en déplacement en Serbie. La Belgique joue contre le Pays de Galles. Finlande-Bosnie est toujours prévue ce soir à partir de 19h45, tout comme Gibraltar-Norvège. Monténégro est en déplacement en Lettonie. Et puis l'autre match à suivre particulièrement va opposer à partir de 19h45 la France à l'Ukraine. Suleiman. Merci Chertidiane, 12h30. La presse de ce mercredi 24 mars 2021, passée en revue par Georges Détié Diop. Le sermon de Serigne Mountakha, le khalife général des Mourides, raisonne pouvoir et opposition pour un apaisement du climat social. Le quotidien rapporte que Serigne Mountakha, dont l'émissaire a rencontré hier le FRN, le Front de Résistance Nationale, Serigne Mountakha a demandé aux 2 camps d'enterrer la hache de guerre. Aussi, fait-il savoir, on n'accède pas au pouvoir par des armes ou des pierres. Ce n'est pas tout, si l'on se fie à Vox Populi. Le khalife général des Mourides a demandé une faveur à Macky et Sonko.
Ce sont mes 2 fils qui se font face. Il est de notre rôle de vous demander de tout cesser. Maintenant, celui qui m'accorde cette demande, je vais le remercier. Je vais rendre grâce à Dieu et tout le monde sera au courant. Celui qui ne veut pas m'accorder cette faveur, tout le monde le saura, a dit Serigne Mountakha, cité par son émissaire. Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, à qui le FRN a exposé ses exigences vis-à-vis du chef de l'État. Entre autres, comme le soulignent les Échos, le recouvrement des droits civils et politiques de Karim Wade et Khalifa Ababakar Sall, l'impossibilité d'un 3e mandat, nomination d'un nouveau procureur de la République et d'un nouveau doyen des juges d'instruction, l'abrogation du système de parrainage, la libération de tous les détenus qualifiés de détenus politiques. Ce dernier point justement, la libération de détenus dits politiques, l'observateur s'y intéresse, une stratégie de décrispation en question. L'Obs indique que l'État, mis sous pression, adopte parfois une stratégie de recul dans beaucoup de dossiers judiciaires jugés chauds. Seulement, de l'avis de mon confrère, cette reculade doublée d'impuissance, à peine voilée de la puissance publique, cause pourtant une grosse entorse au système judiciaire. Vers un retour du poste de Premier ministre, selon Tribune, il est indiqué qu'il est fort probable que le poste soit restauré en 2022. Le journal évoque les remarques justifiées des partenaires, les nombreux dégâts liés à la suppression du poste du chef de gouvernement. Alors que Tribune annonce le retour du poste de Premier ministre, Source A, lui, nous apprend que c'est ce mercredi que les acteurs de la commission politique du dialogue national vont discuter du report des prochaines élections locales. Mais auparavant, les représentants du ministère de l'Intérieur vont leur présenter la teneur du décret signé avant-hier lundi par le président de la République Macky Sall. Décret qui porte sur le démarrage imminent de l'évaluation du processus électoral prévu au plus tard en début avril 2021. Le secteur de l'enseignement à présent. À la une du journal Le Soleil, à la une de l'AS aussi, il est question du paiement des rappels dus aux enseignants. La ministre de la fonction publique a déclaré qu'il se chiffre à 166 milliards de francs CFA en 3 ans, entre 2018 et 2020. 166 milliards, dont 57 pour la seule année 2020. Maria Massar l'a fait savoir hier en marge d'une réunion avec les acteurs de la gare routière de Kaolack. Le secrétaire général du SAEMS a réagi dans le quotidien LAS. Saour Hussein parle de bluff. Un coup d'œil dans le Témoin. Le journal s'intéresse ce matin à la tuberculose qu'il qualifie de tueur plus insidieux que le Covid-19. Et pour cause, si en 2020, le coronavirus a mené la course de la mort en tête, il était talonné de près par la tuberculose. Cette dernière, selon le Témoin, a fait officiellement 420 décès sans doute. Et plus inquiétant, près de 2000 malades ont disparu dans la nature avec des risques de dissémination de la maladie. Retour dans l'Observateur. Fin de cabale pour Massouha Mbeng. Le journal du groupe Futur Média nous apprend que le Sénégalais qui aurait remis la drogue à Fatou Kinendiaï, étudiante de 22 ans en gestion management dans un institut à Rabat, est tombé à Agadir après une traque menée par la police marocaine et les services du consulat du Sénégal au Maroc. À vos kiosques et bonne lecture.